Donc bonjour à tous, je vérifie que mon micro est bien allumé. C'est ok à la régie. C'est bon le micro? Non? Ah, voilà. Est-ce que c'est bon là? Là il est allumé? Je ne sais pas. Moi, bon, ouais mais moi j'y touche plus, hein, donc j'espère que ça fonctionne maintenant. Bon, je vais essayer de tenir le timing, mais du coup ça va être compliqué si on commence avec du retard. Donc je m'appelle Pierre Barlet, je suis responsable cyberdéfense pour Eramet depuis maintenant un an. Et avant, je travaillais dans des SOC et des CERT de la région. Je connais beaucoup de monde ici qui ont travaillé avec moi. Pour vous, d'ailleurs, la présentation va être un peu du redite de ce qu'on a mis en place à l'époque. Donc voilà. Mais pour les gens qui ne connaissent pas la cybersécurité, ça va vraiment être la présentation de comment fonctionne un SOC et de comment fonctionne une équipe de cyberdéfense. De mon côté, je suis plutôt côté Blue Team, vraiment. Je fais du CTF de temps en temps, mais pour le fun et un peu d'audit, mais vraiment, voilà, mes skills, ça va vraiment être CTI, Threat Hunting, DFIR et toute cette partie-là. J'ai plusieurs certifications Sens et j'adore ce que je fais comme boulot. Donc, commençons déjà par les menaces. Contre quoi on se bat déjà? Donc, depuis plusieurs années, il y a une vraie industrie de la cybercriminalité qui s'est déployée. On a toute la partie des activistes qui font beaucoup de bruit dans la presse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de No Name récemment, qui faisait des attaques DDoS sur toutes les entreprises françaises. Les motivations sont principalement de revendications politiques, voilà, donc, enfin, ça peut être divers et varié, mais globalement, c'est plus de la revendication qu'on cherche quand on est activiste plutôt que de l'argent, par exemple. Les cybercriminels, de manière générale, eux, leur gain financier, c'est vraiment ce qui est le plus important. Il y a une question de rentabilité dans ce qu'ils font. Donc, ils vont cibler les entreprises les plus faibles et faire le maximum d'argent via les moyens les plus faciles. Et après, on a la partie étatique, qui là, vraiment, c'est des attaques ciblées, stratégiques. Il n'y a pas de question d'argent là-dedans, c'est vraiment une question de stratégie. Et là, ça va vraiment dépendre avec qui vous êtes amis ou pas. Et même avec les amis, ça peut mal se passer. L'industrie du ransomware, elle se décline en trois gros groupes que je vais vous présenter ici. Donc, globalement, ce à quoi on fait le plus attention maintenant, c'est les IAB, Initial Access Broker. C'est eux qui fournissent les accès dans vos systèmes d'information de manière générale, dans nos systèmes d'information de manière générale. Ils utilisent des exploits, ils utilisent des réseaux de botnet, ils utilisent des stealers, ils utilisent des loaders, ils utilisent des accès distants. Tout ce qui est possible à exploiter de votre côté sera exploité en fait par des IAB pour établir un accès initial, persister dans le SI et ensuite revendre ces accès. Plus il y a de privilèges, plus les accès valent cher. Donc voilà. À côté de ça, on a les ransomware as a service operator. Donc maintenant, c'est du ransomware as a service dans la majorité des cas en fait. L'opérateur, c'est celui qui va construire le ransomware, fournir la façon de builder un ransomware, fournir aussi tout ce qui va être du coup des infrastructures pour gérer le ransomware, contacter la victime, gérer les paiements, gérer le blanchiment des paiements. Et on a le dernier groupe qui est là juste pour exécuter le ransomware une fois qu'il a récupéré les accès via l'IAB et le ransomware via l'opérateur. Eh ben, c'est les affiliates qui travaillent. On connaît bien les affiliates de Logbit par exemple. On a beau arrêter l'opérateur de Logbit, derrière il y a des dizaines d'affiliates qui travaillent encore et qui continuent de compromettre des SI et de déclencher des ransomware. Et donc voilà, c'est à peu près comment ça se passe dans l'industrie du ransomware. C'est très très schématisé. Dans les statistiques, pourquoi je parle du ransomware aujourd'hui? C'est parce qu'on n'en parle pas tant que ça. Enfin, il y a quelques grosses attaques qui font du bruit, mais quand c'est visible du public, on va dire. Mais de manière générale, en fait, c'est une tendance qui augmente d'année en année. Il y a eu des gros pics de ransomware à une époque, vers 2017-2018. Et après, ça s'était un peu calmé. Mais on voit que là, depuis 3 ans, ça c'est les statistiques récentes de ransomware.live, qui monitorent toutes les victimes qui sont signalées. Et on voit que depuis 2023, ça ne fait que augmenter en fait. Donc, faut continuer de s'en défendre. C'est malheureux à dire, mais la plupart beaucoup d'entreprises sont encore vulnérables à ce type d'attaque.
Comment nous on identifie la kill chain d'un ransomware? Donc on a plusieurs étapes. Le in, donc c'est comment justement l'IAB va accéder à votre SI, va exploiter des vulnérabilités, va récupérer des accès volés, va évader toutes vos défenses, bypasser votre DR. Il y a un workshop à côté pour le bypass de DR. Voilà. C'est exactement ça. Et comment il va persister et garder le contrôle sur un accès initial. Ensuite, on a toute la partie où l'attaquant va se déplacer dans votre SI. L'idée, c'est de voler le plus de credentials, de monter en privilège et bien sûr de conserver des accès privilégiés sur le SI le plus longtemps possible sans être détecté. Et à la fin, c'est là que l'affiliate arrive, normalement. Il va récupérer les backups, supprimer les backups et lancer le chiffrement. Normalement, pour la double extorsion, c'est plus simple d'avoir des données volées plus un chiffrement. La victime est plus enclin à payer quand il y a les données qui sont sorties, qui peuvent être publiées, plus le chiffrement de ces données. Et voilà comment ça se passe. Donc ça nous permet, nous, de savoir où en est l'attaque quand on détecte quelque chose, en fait, tout simplement. On peut se baser sur MitraAttack pour avoir les TTP des attaquants. Et quand on détecte une attaque, selon le type d'attaque détectée dans son SI, on peut savoir où en est l'attaque, justement. Si vous en êtes au chiffrement, c'est que vous êtes à la dernière étape et que c'est trop tard. Sur les attaques vecteurs, un truc intéressant, c'est qu'il y a quelques années, c'était vraiment le remote access qui était compromis en premier, donc les RDP, les SSH, tous ces accès d'administration distants qui étaient exposés sur Internet, sans MFA bien sûr, la plupart du temps, donc via du brute force et tout ce que vous voulez, même du vol de credentials de manière générale, permettait de s'introduire sur un SI. Ça commence à se corriger, hein, c'est la sélection naturelle qui veut ça, je pense. C'est que si vous laissez votre RDP sur Internet, il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait des problèmes rapidement. Donc au fur et à mesure, ça a baissé cette partie-là. Donc on voit que le phishing maintenant et le remote access sont vraiment au même niveau. Et bien sûr, on en parle toujours, mais les vulnérabilités sont toujours présentes. Si vous ne patchez pas vos équipements de périmètre, la compromission peut arriver très très vite aussi. Donc voilà. Donc comment ça se passe ensuite quand l'attaquant arrive sur son patient zéro? Donc que ce soit un serveur exposé, une workstation. Là, je pars sur l'exemple d'une workstation, c'est le plus simple pour illustrer mes propos. Déjà, il va se mettre en persistance. C'est la première chose qui est importante pour un attaquant, c'est de s'assurer que même si la personne redémarre son PC, le malware fonctionne toujours, il a toujours accès à votre machine. Les techniques très classiques, ce qu'on retrouve très régulièrement, c'est les Remote Access Tools, typiquement du AnyDesk, typiquement du TeamViewer. Il y en a plein en fait. C'est rarement bloqué par un antivirus, ce genre d'outil, parce que ça peut être utilisé dans l'entreprise justement. Donc l'attaquant en profite. C'est difficile de détecter un attaquant qui utiliserait une Remote Access Tool si vous n'avez pas des politiques très strictes. Après, toute la partie compte création, les schedule tasks, bien sûr, les services et les registry keys. J'ai mis les run keys. Elles sont très utilisées. Il faut les checker régulièrement si on veut détecter de la persistance. Ensuite, on a la partie C2 Communication. Donc, comme je vous l'ai dit, si il a déjà une Remote Access Tool, typiquement TeamViewer, il n'y a pas besoin forcément de C2 parce que on est directement sur le cloud de TeamViewer, donc tout se passe bien. Mais globalement, maintenant, tous les C2 utilisent du HTTPS, donc plus difficile de faire de la Deep Packet Inspection, plus difficile de détecter réellement ce qui se passe. Ça passe par du domain fronting sur du Cloudflare, par exemple. Et alors là, pour détecter du C2 sur Cloudflare, bon courage. DNS tunneling et tous les cloud services, bien sûr. Les attaquants sont très très doués pour inventer des C2 avec tout ce qui est possible sur Internet. Il faut le savoir. Dernièrement, il y avait un rapport qui montrait des IP de C2 qui étaient stockés sur un profil Steam, par exemple. Voilà, donc du coup, le malware se connectait à un profil Steam pour récupérer les IP des CC2 et se connecter ensuite à son C2. Enfin, bref. Et bien sûr, Tor, ne pas oublier. Donc les opportunités de détection là-dessus, elles sont assez simples. Déjà de la CTI, soyez proactif sur votre CTI. Suivez les IP de Tor, elles sont disponibles en ligne. Donc si on a des machines qui se connectent à Tor, souvent c'est pas bon signe. Je mets le projet de Charles dans la slide parce que pour la partie IDS, c'est très très utile. Via des signatures JA3, JA4, on peut détecter beaucoup de types de C2. Et bien sûr, l'anomaly detection sur le réseau est très utile pour détecter des comportements anormaux d'une machine. Sur la partie défense-évasion, il existe des tonnes de techniques. Il y a un workshop à côté. J'ai mis toutes les LOLBAS, les GTF Obin sur Linux. C'est très utilisé par les attaquants, c'est très peu bloqué par les outils de sécurité. Il y a la possibilité de killer aussi les EDR locaux. Si vous avez que Windows Defender par exemple, et que l'attaquant a un accès admin local sur la machine, il peut désactiver juste le real-time monitoring de Defender.
Il y a des commandes très connues. Et après, bien sûr, il y a des techniques très avancées de type load drivers et de l'injection de process, des tonnes de techniques qui permettent de bypasser vraiment les détections quand elles se passent full mémoire. On appelle ça full in memory. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de fichier écrit sur la machine, donc l'antivirus, bah, s'il n'a pas de scan mémoire, il est très très peu efficace contre ces points-là. Et les frameworks très utilisés actuellement encore, même si c'est des anciens frameworks, Cobalt Strike, PowerShell Empire, Sliver, Avoc et Brutratel. Brutratel qui vient maintenant concurrencer Cobalt Strike clairement sur les ransomware. Et encore une fois, les opportunités de détection, bah là ça va être l'EDR avec vraiment, faut être sûr de son EDR avec des règles d'anti-tamper, du sysmon si possible. Ça permet de surveiller à la fois le service de son EDR et de surveiller d'autres points en parallèle. Et bien sûr, bah, tous les log systems que vous pourrez avoir seront utiles dans ces cas-là. Ensuite, une fois qu'on a compromis la première machine, qu'on a suffisamment de privilèges pour commencer à attaquer l'Active Directory, je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent pas l'Active Directory, c'est le gros problème de toutes les entreprises d'aujourd'hui. On fait de la discovery. Donc tout ce qui est listé ici peut servir à détecter des choses, donc tout ce qui est UMAMI, NetUser, Hostname, etc. Il y a des tonnes d'outils pour énumérer un Active Directory et il existe une tonne d'attaques dont on est tous plus ou moins vulnérables à ce type d'attaque. Je prends l'exemple du Kerberos hosting, c'est très difficile de s'en défendre parce qu'il y a des services qui nécessitent d'avoir un SPN exposé. Et si vous avez un service avec un SPN exposé, il est vulnérable à Kerberos hosting par défaut. Et il n'y a rien d'autre à faire que de juste avoir un mot de passe incassable. Donc les détections, là pour le coup, je vous ai carrément mis les règles de détection via les logs Windows. Elles sont plutôt efficaces, il faut les surveiller, il faut savoir qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui n'est pas légitime, et faire le bon tri pour avoir des choses applicables sur son SI. Bien sûr, surveiller les scans internes, parce que ça peut indiquer une tentative de mouvement latéral ou de discovery ou d'énumération. Et bien sûr, pensez à des honeypots. Les honeypots, ça peut vous sauver la vie si vos règles de détection n'ont pas fonctionné, en fait. Ensuite, une fois qu'on a compromis le domaine contrôleur du SI, donc ça veut dire qu'on a des niveaux de privilège tiers 0, là, souvent c'est trop tard si c'est ce qui se passe. Vous avez la possibilité du coup, de créer des silver tickets pour accéder à certains services particuliers. Et le mieux, alors l'attaquant adore faire ça, c'est se générer un golden ticket. Une fois que le golden ticket est généré, en gros, il a un accès persistant en tant que domaine admin sur tout le SI et là, c'est game over. Vous pouvez tout brûler et repartir de zéro. On recommande de changer 2 fois le mot de passe KRBTGT si jamais un golden ticket est détecté, mais la plupart du temps, il y a des persistances dans tous les sens. Voilà. Moi, je recommanderais de partir de zéro s'il y a un golden ticket qui a été vu. Et souvent, ils sont valides 10 ans en plus, les golden tickets. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vu, l'attaquant il a encore 10 ans de domaine admin sur votre réseau. Maintenant, on va parler de la défense. Donc, on a vu comment les attaquants ils arrivaient, ils rentraient dans le réseau et ils prenaient le contrôle du domaine. C'est leur objectif final, c'est d'être domaine admin, bien sûr, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire ensuite. Donc déjà, première chose très importante, avoir une bonne équipe de cyberdéfense. On ne le dit pas jamais assez, mais moi j'ai une super équipe, ils sont dans la salle. Ils sont vraiment, c'est vraiment la meilleure équipe qu'on peut avoir, donc je suis très content de ce qu'ils font. Globalement, voilà toutes les tâches qu'on fait. Alors, on a plus ou moins nos spécifications et nos préférences en fait. Moi, je suis plus sur justement Defir, Hunting et toute cette partie-là. Il y en a qui sont plus sur du dev de solutions, sur de l'automatisation de process, sur de la CTI. On a aussi toute une Purple Team pour faire des tests. C'est très important. Faites des tests. Analysez votre SI, lancez du Bloodhound, regardez les chemins d'attaque. Mettez-vous à la place d'un attaquant qui arriverait sur le SI pour vraiment voir où sont les grosses vulnérabilités. Très important. Mais en gros, voilà tout ce qu'on traite et tout ce qu'on gère de manière générale. Bien sûr, on surveille nos logs, comment on collecte nos logs, est-ce qu'on a tous nos logs le matin, etc. Très important. Et après, le training aussi. On n'en parle jamais assez, mais c'est très important d'avoir une équipe qui est entraînée à répondre à des incidents, en fait, tout simplement. Parce que si on s'entraîne jamais, le moment où l'incident va arriver, ça risque d'être compliqué à gérer. Et du coup, globalement, on a des opérations de sécurité qui se passent comme ça. Donc en fait, on a un SOC 24/7 qui va détecter de manière générale toutes les attaques qui se produisent sur notre SI. Ils vont faire de la qualification. Donc ils reçoivent les alertes, ils qualifient, font les premières investigations.
Ils gèrent tout ce qui est P3, P4 de leur côté, en autonomie, et il y a beaucoup d'automatisation dans ces processus-là. Et par contre, si jamais il y a une P1 ou une P2, donc c'est-à-dire des incidents critiques ou vraiment de haut niveau en termes de dangerosité, bah là, on passe à l'incident manager. Donc aujourd'hui, c'est moi en plus, donc je suis d'astreinte. Merci de ne pas m'attaquer. C'est un rôle qu'on se partage dans l'équipe en fait, et on a en gros une semaine par mois où ben, un de nous est l'incident manager de la semaine et d'astreinte et gère les incidents de tous les jours. Euh, Là, moi, mon objectif, si jamais on m'appelle d'astreinte sur une P1, P2, ça va être déjà de voir ce qui se passe, scoper le périmètre et si possible, bah, stopper l'attaque directement. C'est l'objectif principal. Si jamais je suis dans la merde, bah, j'appelle mon équipe en fait. Et là, on monte un CSIRT en fait. Donc c'est la Computer Security Incident Response Team, où là, vraiment, on est en équipe complète et on fait de la réponse à incident en équipe sur des plateformes dédiées à ça. Et on peut escalader en crise, mais alors là, il faudrait vraiment qu'il y ait un gros incident. Donc la stratégie de détection qu'on a mis en place, elle est plutôt simple, mais très efficace. Tout le monde connaît le fait de collecter des logs et de mettre ça sur un SIEM, de faire des règles de détection basées sur ces logs pour détecter des attaques. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est l'approche par les risques. Donc, c'est-à-dire qu'on va juste détecter une tonne d'événements, plus ou moins risqués sur le SI, qui ne sont pas forcément des alertes. Chacun d'entre eux ne sont pas des alertes, c'est juste des événements qui se produisent sur le SI. Et ce qu'on va appliquer dessus, c'est un système de corrélation, en fait. On va corréler tous ces événements entre eux. Donc, on a un système où il y a des groupes d'événements qui, si jamais ils sonnent ensemble, vont créer une alerte. Ça, c'est juste de la corrélation simple. Ensuite, on a un système de risque score. Ça veut dire que chaque événement a un score de risque. Et si jamais une machine, une adresse IP, un utilisateur chez nous dépasse un certain seuil de risque, il y aura une alerte aussi. Et ça permet d'avoir une sorte de couverture multicouche, en plus des alertes classiques, comme je vous ai montré sur le Kerberos hosting ou des choses comme ça qui sonnent directement. On a plusieurs couches de détection qui permettent de vraiment être sûr à peu près de ce qui se passe sur notre réseau. Et ce qui est très pratique, c'est qu'une fois qu'on a un incident de sécurité, on va pouvoir regarder tous les événements qui ont pu se produire autour de cette alerte en fait. Donc on a déjà, on va dire, mappé tous les événements potentiellement suspects de notre réseau en avance de phase. Et une fois qu'on reçoit l'alerte, bah, c'est très facile d'avoir du contexte sur l'incident. Maintenant, je vais vous montrer un peu du threat hunting, donc quelques scénarios de hunting que j'ai pu expérimenter durant ma carrière. En gros, pour détecter du stager, je recommande ce genre d'activité de hunting. Donc déjà, si vous avez des machines qui se connectent à des IP, des nude IP on appelle ça, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de domaine, et que ces IP sont en Russie ou autre, bon, on peut se poser des questions légitimes. Des fois, ça peut être du domaine fronting ou des choses comme ça, mais les compromissions initiales sont souvent assez simples à détecter sur des CTI très anciennes. Il y a plusieurs fois où le cas où on connaissait l'IP depuis plusieurs années et en fait, juste, elle n'était pas bloquée sur le proxy. Et triste histoire, quoi. Mais c'est un peu triste d'arriver et de se dire l'IP est connue depuis 3 ans, elle fait du malware depuis 3 ans en Russie et personne ne la bloque. Donc voilà, ça déjà très important et il y a un peu de contextualisation sur qui communique avec quoi sur le réseau et qui communique avec quel IP à l'intérieur de votre réseau. WScript depuis le temp folder, ça vraiment, tous les loaders l'utilisent, tous les stealers l'utilisent. Ils ont un JS qui se charge et qui lance WScript et qui ensuite, bah voilà, vous avez la suite de processus. Si ça lance du CMD puis du PowerShell, bon bah voilà, red flag hein, direct. Euh, Ça bypass pas mal de solutions de sécurité. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je vais pas faire de mauvaise pub pour des EDR, mais j'ai pu voir des cas où ce genre de choses n'était pas détecté tout simplement. Donc détectez-le. Pareil, l'usage de RunDLL 32 qui chargerait une DLL inconnue qui n'a jamais été vue ailleurs sur votre SI. Red flag. Les user agents suspects, ça aussi. Typiquement, PowerShell, en fait, c'est un user agent, on se dit c'est bizarre, pourquoi PowerShell communiquerait sur Internet? Bah ouais, c'est très bizarre. Donc si jamais ça se produit, dites-vous que c'est un red flag. On a déjà détecté des intrusions de red team en fait via ce genre de technique. Parce que le loader en fait de base est indétectable, hein, c'est offusqué, c'est in-memory, bypass EDR, tout ce que vous voulez. Par contre, quand il se connecte à son C2, il utilise PowerShell comme user agent, et bah terminez l'attaque. Et bien sûr, après, tout ce qui est création de tasks schedulés ou de clés de registre suspectes dans les run kits, typiquement, très gros red flag. Pareil, si vous avez du fine string sur des documents particuliers,
C'est rare que les utilisateurs utilisent FineString sur leur machine pour trouver leurs documents, donc ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Et pareil, c'est très rare qu'un utilisateur utilise Whoami pour savoir qui il est. Donc voilà. Globalement, voilà notre architecture de sécurité une fois qu'on a bien fait notre prévention. C'est-à-dire qu'on a une DMZ qui gère toute la partie périmètre externe, avec des honeypots bien entendu. On ne sait jamais si on est compromis, donc toujours des honeypots sur tous vos périmètres. Le tiers 2 qui est uniquement les postes utilisateurs. L'objectif, c'est que ce sera très difficile pour l'attaquant de passer du tiers 2 au tiers 1, puis au tiers 0. Plus on met de barrières à ce niveau-là, plus l'attaquant va avoir du mal et plus il risque de faire de bruit et d'erreurs dans son attaque. Si vous avez aucun tiering model, autant vous dire que la première personne qui clique sur un phishing qui fonctionne, il va passer domaine admin en un rien de temps. Donc appliquer du tiering model, important. On remonte tous nos logs dans un SIEM, comme je vous l'ai expliqué. De là, on a une enclave SOC qu'on appelle, donc c'est vraiment toute notre partie détection, qui n'est pas du tout liée à notre SI interne. Ça permet de garder le contrôle sur nos solutions de sécurité, même en cas de compromission du domaine. Et ensuite, on rajoute une partie CSIRT, donc vraiment pour de la réponse à incident, où on va rajouter des plateformes de forensique en ligne, de façon à pouvoir travailler de façon collaborative avec toute notre équipe du CSIRT, et une plateforme de CTI qui, quand on fait nos analyses forensiques, on extrait des IOC, qui vont pouvoir être réingérés dans notre SIEM pour faire du retro-hunt, on appelle ça. Donc on va regarder sur un temps large pour voir s'il n'y avait pas une compromission bien plus tôt que ce que l'on a détecté. La réponse stratégie, je vais vous la détailler maintenant. Donc, on a notre. Voilà. On a, en gros, ça, c'est. Toutes les équipes de sécurité devraient avoir minimum ce genre d'équipement, en fait, pour commencer à bosser correctement, pour être efficace surtout. Donc, un SIEM qui centralise vos logs, un SOAR qui automatise, du coup, pas mal d'actions, ça évite de perdre des heures à cliquer sur des cases, et un SIRP. Vous pouvez avoir un SOAR qui sert aussi de SIRP, hein. Les deux outils peuvent être faits sur la même plateforme, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, il faut être clair là-dessus. Et vraiment, le soir, depuis que c'est sorti, donc ça permet d'orchestrer et d'automatiser beaucoup de choses. Je trouve que c'est un must-have, hein, comme on dit dans la cybersécurité. Et ça permet vraiment de gagner un temps fou sur votre capacité de réaction et de réponse. Typiquement, sur notre sort, nous, on a des boutons qui font block user, qui font isolate host, qui font. Voilà. Donc, on a la moindre menace, le moindre doute. On peut intervenir directement sur n'importe quelle machine de notre SI, l'isoler, bloquer n'importe quel compte, bloquer n'importe quel IP, bloquer n'importe quel domaine. Vraiment, l'idée, c'est de garder le contrôle sur ce qui se passe. On rajoute une petite plateforme de CTI. Nous, on utilise MISP, par exemple. Il existe plein de plateformes de CTI. Il y a OpenCTI, Yeti, par exemple, que je recommande. Ça nous permet de faire du hunting, justement, via des feeds de threat intel qui sont ingérés dans notre SIEM et de chasser de la menace de façon proactive, surtout sur des choses connues. Ce serait dommage de ne pas détecter des choses connues quand elles sont connues. Donc voilà, on ne rate pas l'occasion de le faire. Et à côté de ça, on a notre plateforme de DEFIR qui, elle, sert vraiment en cas d'incident très critique ou de crise, où vraiment on va extraire des artefacts d'une machine via notre sort. Encore une fois, on peut faire bouton forensic host. Et ça va envoyer sur notre plateforme de DEFIR tous les artefacts qui nous permettent de faire une analyse complète d'une machine, plus que ce que l'on aurait avec un EDR ou nos logs classiques sur le SIEM, et de vraiment avoir tous les détails. Et depuis cette plateforme, on peut extraire nos IOC, du coup, pour les intégrer dans notre plateforme de CTI, qui seront partagées à la communauté, et chasser sur notre SIEM, bien entendu. Et une fois qu'on arrive sur un incident très très critique, voilà les objectifs principaux à retenir. Très important, déjà ne jamais indiquer à l'attaquant qu'on l'a détecté, première chose. Ne commencez pas à couper tous les trucs si vous n'avez pas encore la vision claire de ce qui est compromis dans le SI. Avoir une vue claire de ce qui est compromis dans le SI, du coup, pour ensuite pouvoir le bloquer. Et bien sûr, nous, c'est le business qui nous paye nos salaires. Donc, l'objectif, c'est que s'il y a un blocage de production, on doit repartir le plus vite possible. C'est vraiment notre engagement. Et à côté de ça, pendant toute la phase de réponse à incident, il faut vraiment intégrer tout ce qu'on a pu voir et comparer les activités, en fait. Parce que souvent, les attaquants, ils ont plusieurs compromissions simultanées sur votre SI. Donc, si jamais vous vous concentrez que sur un seul type de compromission, on peut oublier énormément de choses. Et là, une fois qu'on va faire justement la remédiation et l'éradication complète, l'attaquant va se dire: aïe, j'ai été vu de ce côté-là, je vais changer de tactique sur cette partie-là que j'ai encore en backup. Et par contre, je ne vais plus utiliser les mêmes techniques du tout. Et pour nous, ce sera beaucoup plus compliqué à détecter si l'attaquant sait comment on le détecte, justement. Voilà. Et pour finir, du coup, je vais juste. Voilà.
petite ressource d'Ephir que je recommande. Les slides sont disponibles, hein, c'est un PDF et je le rendrai disponible. Les choses qu'on ne fait pas assez souvent, c'est de regarder la matrice mitre defend. Souvent, on fait matrice mitre attaque et tout ça, très bien. Mais la defend, elle est vraiment super bien faite. Il y a des très très bonnes recommandations dedans. N'hésitez pas à aller la voir. Et après, tous les outils que j'utilise sont là, de manière générale. Qu'est-ce que je peux vous dire? The Diffie Report, si vous voulez voir des vrais cas d'intrusion et comment les attaquants se déplacent sur le réseau. Plusieurs techniques que je n'ai pas évoquées dans ces slides. Et un training très cool. On fait souvent du root me, des choses comme ça, donc c'est sympa. Mais moi, je recommande Cyber Defenders typiquement pour se mettre en condition d'une attaque de ransomware, savoir comment l'investiguer, comment y répondre. Voilà. Et bah, merci. Avez-vous des questions? Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. J'ai tenu le chrono. À la base, elle faisait 36 minutes la présentation. Les gars, t'es en live, hein. Merci Pierre pour la présentation. J'aurais une question sur la partie où vous essayez d'identifier les événements et puis les isoler et puis voir les différentes connexions. Donc ça, oui, ça vous avez une part d'automatisation, une petite IA derrière qui vous aide? En fait, on a des points de corrélation. Non, effectivement, on n'a pas forcément d'IA ou quoi que ce soit là-dessus. C'est vraiment, on sait quel groupe d'événements fonctionne ensemble en fait. Typiquement, je sais pas comment on peut dire, mais du Kerberos hosting, voilà. On va avoir une requête de TGT en 0x17. Déjà, ça, bon, normalement, ça devrait pas arriver. Mais en plus, après, si l'utilisateur qui a fait cette requête, par exemple, est pas du tout un admin ou pas du tout un compte de service ou pas du, il y a plusieurs phénomènes qui vont permettre de monter le niveau de risque et d'avoir à coup sûr, si jamais il se passe quoi que ce soit d'autre, une alerte directement. Enfin voilà, disons que c'est vraiment, on a à la fois le risque score qui met un seuil par défaut, et on a à la fois le groupement d'événements ensemble qui peuvent déclencher l'alerte. Mais non, c'est pas de l'IA, du coup, c'est vraiment de la connaissance pure qu'est-ce que va faire l'attaquant, comment il va s'y prendre, et quels événements il risque de faire, même si par défaut, c'est pas forcément malveillant, hein. Il peut y avoir des comportements légitimes détectés dans ce genre de cas, je l'ai bien mis, hein. C'est pas grave de détecter des comportements légitimes d'un admin. Vaut mieux le faire et faire une levée de doute que de rater une attaque d'ampleur. Voilà. Ouais, enfin, on a créé en tout cas une règle qui va détecter ce type d'événement, l'indexer dans un index qui nous sert justement à faire nos recherches sur nos règles après. Et en fait, ça permet de pré-processer tout ça. Et aussi, quand on va faire une investigation, c'est beaucoup plus rapide parce que typiquement, si j'ai une attaque et que j'ai une seule alerte sur un utilisateur, par contre, je vais avoir tous les événements qu'il a déclenchés avant l'attaque. Donc, je vais pouvoir très vite contextualiser ce qui s'est passé sur cet utilisateur. Typiquement, je prends le cas il y a un malware qui est bloqué en téléchargement pour l'utilisateur. C'est pas forcément une alerte de notre côté, ça, on s'en fiche. Enfin, le proxy, il fait son travail. Très bien. Par contre, si lui déclenche une alerte et qu'on voit qu'ensuite il a 2 heures avant essayé de télécharger des malwares, on va pouvoir se poser des questions. Et ça va permettre de tirer le fil de tout ce qui a pu être fait par l'attaquant ou tenté en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ratées par les attaquants. Donc, et ça, bah, nous, c'est pas forcément des alertes par défaut. Parce que sinon, on pourrait passer des heures à traiter des trucs qui sont bloqués, quoi. Donc, voilà. Tiens, Pierre, je te passe le HDMI. Je te passe le micro. Ouais, ouais.